Alors, bonjour à tous et bienvenue dans Variant les éditions en live à Stanislas Mousset, qui est donc l'auteur de Longue Vie et du Fils du Roi aux éditions du Tripode. C'est un honneur de vous avoir, Stanislas, parce que, alors personnellement, j'ai lu vos albums et j'en suis assez bouleversé. Je trouve que véritablement, vous avez créé un univers assez fou, sans mots. On en parlera tout à l'heure sur ce côté muet des albums. Mais déjà, merci d'être là. Et écoutez, on va peut-être commencer par vous présenter, Stanislas. Vous avez un parcours plutôt atypique. Qu'est-ce qui vous a poussé à rentrer dans cet univers graphique? Merci déjà pour l'invitation. Qu'est-ce qui m'a poussé à rentrer dans cet univers graphique? Ça fait 10 ans que j'ai commencé à travailler voilà, avec des rotrings et à travailler sur des petits personnages avec voilà, tous ces petits détails un peu partout. Après, comme tout le monde, j'ai dessiné depuis tout le temps et c'est au fil des années en fait que je suis arrivé à cette technique entre guillemets quoi, que j'ai envie de développer. Et par rapport à votre parcours de vie, pourquoi avoir décidé de rentrer dans ce métier-là, entre guillemets, qui n'est pas forcément évident, surtout de nos jours? Qu'est-ce qui vous a poussé à être dessinateur? Bah, Et pas que c'est d'ailleurs. plus, c'est plus l'idée voilà, d'arrêter de dessiner que pour soi, quoi, de transmettre un peu ce que je dessine. Et puis j'ai eu la chance de trouver un éditeur qui était prêt à me suivre. Donc c'est plus, ouais, voilà, c'est juste de pousser plus loin une pratique que je faisais dans mon coin et j'avais envie de la publier, quoi. C'est un peu ça l'idée. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet avec ces deux albums. Est-ce que vous pouvez nous les pitcher? Alors, c'est pas simple parce que, évidemment, donc je le redis, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de mots, tout est fait visuellement. Euh, Est-ce qu'on peut pitcher les deux livres? Alors, j'aime bien ne pas séparer les deux parce qu'à mon sens, déjà, ça reste une suite, mais même si on peut lire les deux séparément, je les vois mal se séparer. Donc, Ouais. je les englobe un petit peu en deux. Est-ce qu'on peut pitcher l'histoire de ces deux albums? Bah, En fait, c'est plus. Au départ, c'était plus pas un test, mais je voulais voilà, juste développer une histoire avec l'univers graphique en fait, que je travaille depuis déjà bien longtemps. Pour tout vous dire, en fait, je travaillais au départ sur des grands formats, peut-être des fois des formats raisins. Donc, je faisais vraiment de l'illustration pure. Il y a un moment, je me suis dit, avec cette illustration, il faudrait que j'arrive à développer un petit fil narratif pour rendre ça vivant et pouvoir développer mon travail graphique en fait. Donc à partir de là, j'ai créé ce petit personnage de Longue Vie, donc qui est l'histoire de cet homme quoi. Et c'est là, je voulais vraiment juste raconter la vie de ce petit bonhomme de manière très simple, très basique, mais qui du coup me laissait toute la liberté pour dessiner quoi. Et donc, je vois ça là un peu comme une saga. Moi, je pense toujours à Zola et au Rougon-Macquart. Et du coup, c'est un peu l'envie de raconter la vie de plusieurs générations de personnages qui sont reliés voilà, par des liens familiaux, mais pas que. Enfin, j'ai envie de travailler sur l'histoire des générations qui passent. Ouais, voilà, plus une histoire de famille, en fait. C'est assez classique, hein, mais donc c'est un peu ça le pitch en gros des deux, c'est l'histoire du père, là c'est l'histoire du fils qui va se développer dans d'autres. Là je suis en train de travailler encore sur une suite. Donc c'est voilà l'histoire un peu d'une famille, mais toujours dans cette idée d'univers fantastique et où ça bastonne. On en parlera tout à l'heure aussi sur ce côté jeunesse, mais c'est difficile je ne sais pas à partir de quel âge on peut le donner, à partir de quel âge on peut le donner, et entre quelles mains on peut le fournir. Est-ce que vous avez une idée par rapport à ça, justement, Je pense par que rapport au public visé? il n'y a pas vraiment de public visé en fait. C'est très ça peut toucher aussi bien des adultes que des pré-ados, des ados. Enfin, il y a plusieurs niveaux de lecture. Il y a Oui, ça, je suis quelques entièrement d'accord. niveaux de lecture qui font que c'est assez accessible, en fait, je trouve. Euh, tu peux mettre ça un peu dans toutes les mains, quoi. Parce qu'à partir du moment où il n'y a pas de mots,
on pourrait se dire qu'à partir de 5-6 ans, c'est envisageable. Mais j'ai peur que ce soit peut-être un peu trop tôt, peut-être à 5-6 ans, ou pas. Il y a des scènes qui sont pas forcément. Mais est-ce qu'à 5-6 ans, on les comprend? Je ne suis pas forcément sûr non plus. Bah, tu comprendras. Moi, je pense que tu peux comprendre. Là, un autre exemple, je suis en train de. J'ai relu tous les Hellboy avec mon fils qui a 4 ans. Et juste l'aspect visuel, en fait, est hyper. À 4 ans, il y a plein de lectures qu'il n'arrivait pas à atteindre, on va dire. Mais par contre, les enfants, ils ont aussi leur lecture primaire, quoi, qui fait que lui, il verra des choses que vous ne verrez pas ou qui vous parleront pas, mais lui, ça va le faire tilter, quoi. D'accord. Il y a pas de sexe, il y a pas de baston vraiment très trash, enfin de torture. Enfin voilà, il y a plein de choses qui fait que c'est quand même très accessible. Là, il y a des collèges et des lycées normalement là qui vont l'étudier du côté de Toulouse, je crois. Donc, Génial. donc ça ne m'étonne pas, quoi. Très bien. Très bien. Stéphanie? Oui, alors bonjour Stanislas, bonjour à tous. Bonjour. Moi j'ai lu le tome 1 là pour l'instant, j'ai pas encore la suite de l'histoire et ce qui m'a fasciné c'est de me retrouver face à une histoire sans mots. Donc ça m'intrigue énormément. Au début je me suis dit c'est quand même un sacré challenge de raconter, il y a quand même 200 pages, de raconter une histoire en plusieurs tomes et sans utiliser même la moindre onomatopée comme on a aussi souvent dans les bandes dessinées. Et je voulais savoir ce que ça modifie pour vous dans la narration, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir donner la parole. Alors pourquoi déjà ne pas vouloir ou ne pas avoir envie de donner la parole au personnage? Et qu'est-ce que ça change dans le traitement du graphisme? C'est-à-dire, est-ce que vous vous obligez à créer un scénario d'une autre façon pour faire comprendre un certain nombre de choses au lecteur? Est-ce qu'il y a une plus grande densité, du coup, dans chacune des planches? Et est-ce que vous êtes l'auteur aussi des 4 vers, enfin, je pense que c'est des vers qui sont sur la 4e de couverture? Voilà, donc tout ce qui est autour des mots, c'est très intriguant. Du coup, c'est le travail. En fait, au départ, j'ai commencé, j'ai essayé des histoires avec des bulles. Et en fait, moi, je suis autodidacte. J'ai jamais travaillé ma calligraphie, par exemple. Et donc, moi, déjà, j'écris très, très mal. Donc, rien que ça, c'était une contrainte qui, moi, du coup, me gênait, quoi. Et en fait, c'est une contrainte que j'ai transformée en quelque chose où, du coup, c'est de travailler sur comment transmettre quelque chose juste avec une image. Et finalement, c'est ce qu'on retrouve aussi dans tout ce qui est, j'imagine, tout ce qui est graphisme, communication, quoi. C'est comment l'image, on peut la développer le plus possible pour se passer de mots, en fait. Et moi, du coup, c'est une contrainte que je m'impose. Et plus j'avance, en fait, dans mon travail, plus je réalise qu'on peut aller mais hyper loin, en fait. Et je ne sais pas si vous connaissez des auteurs comme Nicolas Prel, par exemple, un auteur de chez Atrabile. Lui, c'est pareil. Il y a pas maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait. Mais en tout cas, les BD moi, que j'ai lus de Prel, à une époque, c'était ça. Il n'y a pas de texte, il n'y a rien, c'est que l'image. Et du coup, moi, ça m'a vachement marqué, quoi. Je me suis dit, mais en fait, on peut raconter plein de choses sans forcément utiliser les mots. Et je trouve même que des fois, les mots dans certaines BD se retrouvent à, à empêcher la lecture du dessin, quoi. Du coup, on se retrouve des fois avec de la BD où finalement, j'ai envie de dire, mais va écrire un roman, quoi. Que ton dessin, finalement, elle devient secondaire par rapport au texte. Et alors que le texte est peut-être génial, mais moi, du coup, je ne me considère pas du tout comme un auteur de BD. Moi, vraiment, c'est cette idée de dessinateur. Et pas seulement d'illustrateur, de dessinateur, donc de créer quelque chose de vivant, en fait, avec un crayon, quoi. Et c'est peut-être là où est votre force, justement, c'est d'avoir une écriture pas belle, entre guillemets, c'est ce que vous venez de dire, justement pour vous forcer à avoir un dessin qui transcende derrière. Ça vous oblige Ouais, à être encore plus imaginatif et c'est c'est ça. réussi. C'est clairement C'est que je réussi. compense, en fait. Enfin, je compense. Au départ, c'était vraiment ça, je pense. Par exemple, moi, j'ai aucune. Faudra pas me demander de dessiner votre visage, par exemple. Je suis nul, mais nul, nul. Non, mon Mais visage, par c'est pas un contre, bon exemple.
Non. Non, mais l'arbre qui est dans mon jardin, quoi, je vais, enfin, donc c'est pour ça. Donc, en fait, je compense. Une fois, j'avais entendu Nicolas de Crécy qui parlait de béquilles. C'est pareil, ça m'avait vachement parlé, ce truc où du coup, bah, on a tous nos faiblesses, on a tous nos qualités, même dans la pratique artistique. Et du coup, je compense mes faiblesses par quelque chose que j'ai l'impression de maîtriser et du coup de pouvoir développer. Mais les mots qui Et sont au verso, alors qui est-ce qui les a écrits, là, oui, ceux qui sont juste là? C'est bah, vous? c'est moi, ça. Ouais. Voilà. Donc, il y a du talent. Ah, On va... mais dans ma tête, peut-être. Mais par contre, je ne pourrais pas. Moi, je suis pas. Bah, en même temps, non, moi, je suis un passionné de littérature, en fait, surtout. Euh, la BD, j'en ai lu pendant très longtemps. Maintenant, j'en lis beaucoup moins. Mais en tout cas, littérature, enfin, j'ai toujours beaucoup lu. Et ça, moi, enfin, j'adore le livre et la littérature. Donc, c'est vrai que enfin, ça se ressent. Du coup, voilà, on s'est permis avec l'éditeur, pour le prochain, c'est pareil, j'ai fait un petit truc. Là, c'est juste m'amuser un peu avec les mots, mais c'est quelque chose vraiment que je ne maîtrise pas du tout. Hein. J'ai jamais écrit de roman ou de nouvelles ou de poésie. Quoi. Ce qui est fou, c'est qu'on s'en satisfait de ces quatre vers. Parce qu'ils sont beaux et c'est le simple résumé d'un livre. Je crois que c'est une première, en tout cas, d'avoir quatre vers pour résumer un livre sur une quatrième de couverture. J'en ai jamais vu pour ma part. Je vais les lire Ouais, hein, mais parce après, qu'ils sont quand même. Oui, pardon. allez-y, allez-y. Il dit, dans la montagne ensanglantée, je n'étais que berger. Ô vengeance, guide mes pas. Un jour, je serai roi. Ça, c'est pour le tome 1, donc. Et je sais pas, je vous ai coupé, pardon, Stanislas. Non, 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 continue, continue. Donc voilà, je disais justement que c'est à mon sens une première d'avoir quatre vers pour résumer un album. Et j'imagine que ça ne doit pas être simple pour pitcher à chaque fois les livres, pour d'autres en tout cas. Euh, donc voilà, bon, déjà bravo tout simplement parce que c'est une petite merveille, c'est un petit bijou. Mais après, excusez-moi, c'est juste, en fait, j'ai pas beaucoup de mérite. L'histoire est quand même très simple. Euh, enfin, pour moi, je ne voyais pas ça comme quelque chose de très complexe. Donc après, les quatre vers, merci hein, si vous les trouvez beaux, mais vraiment, moi, j'ai trouvé ça assez basique à faire, en fait. Donc du coup, tant mieux si ça a plu. C'est modeste, c'est très modeste, mais la qualité de vos planches, la finesse du point, pour ne pas plagier les bronzés fonds du ski. Euh, Justement, cette finesse de détail qui est assez impressionnante, on a l'impression qu'on a plusieurs cases dans une même planche, et c'est ça qui est terriblement fort chez vous, c'est que vous arrivez à nous faire attirer l'œil à chaque coin de page. Et ça, c'est fort. On connaît beaucoup de BD muettes, mais de ce calibre-là, de raconter une histoire aussi forte et d'arriver à avoir des univers différents, des tribus différentes, des personnages aussi différents, c'est à mon sens inédit. Donc bravo. Bref, Merci, merci. trêve de compliments. Je passe la parole à Martine. Et il faut ton micro, Martine, on t'entend pas. Non. Ton micro est activé, mais ton micro ne doit pas marcher. Karine, en attendant. Oui, bonjour, bonjour Stanislas, bonjour tout le monde. Euh, Moi, j'aimerais bien que vous nous parliez de votre rapport au dessin, sur quoi vous dessinez. Est-ce que vous avez des dessinateurs ou effectivement des choses qui vous ont inspiré durant toutes ces années? Comment vous avez réussi à construire cet univers? Comment vous avez passé le pas? Enfin, toutes ces choses vraiment autour de la création et de ce qui vous a conduit à avoir réalisé ces deux livres que j'ai pas encore lus, mais voilà, tout le monde en parle. Donc, si vous pouviez aborder ce côté-là. Merci. Ouais, je travaille en fait avec des rotrings, donc principalement avec du 0,2 mm, c'est de l'encre de Chine, je crois.
Et je travaille sur des papiers canson, des papiers comme ça, assez. Enfin, ouais, voilà. J'ai pas vraiment de. Mais en tout cas, je suis bien avec ce crayon. Je suis bien avec. Ça me permet d'aller justement faire plein de détails et plein de. Puis moi, j'aime bien ce côté noir, quoi, vraiment noir et blanc, qui du coup, pour les auteurs qui ont pu m'influencer, j'ai lu aussi bien de la couleur que du noir et blanc. Mais c'est vrai que j'ai des auteurs en noir et blanc qui m'ont vraiment marqué, quoi. Des gens comme pas mal ouais, des mecs comme Frank Miller pour les Américains, des gars comme David B en France. Euh, Il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Et ça va être aussi, ou des gens comme Johnny Ryan. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un Américain qui a fait un truc qui s'appelait Prison Pit. Je crois que ça a été traduit en français, mais c'est de la BD un peu trash américaine en noir et blanc. C'est vachement bien, très punk, c'est vraiment bien. Donc, ouais, j'ai plein de. Puis après, moi, j'ai eu beaucoup d'influence aussi bah, voilà, dans la littérature, même si ça se ressent peut-être pas forcément dans mon dessin. Mais je sais pas pourquoi, c'est quand même des choses qui me parlent dans ma façon de voir la création, entre plein de guillemets, quoi. Donc, ça, après, bah, évidemment, moi, je vis en montagne et je passe une bonne partie de l'été en montagne aussi. Donc, c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup dessiner. Enfin, voilà, moi, la nature, c'est un truc je ne peux pas vivre sans, on va dire. Et du coup, c'est aussi dans mon dessin, on retrouve aussi, j'ai l'impression, ce rapport un peu à la nature, quoi. Il y a un côté écologiste hein, aussi. Ouais, ouais, carrément. Moi, enfin, je suis pas le premier des écologistes, hein, je dirais jamais ça, mais en tout cas, oui, oui, moi, c'est des choses qui me touchent énormément. Ouais. Ah ouais, le respect de la nature et la nature autour de nous. Oui, oui. Martine, c'est bon? Est-ce que ton son est... Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon, Oui. super. Super. Bonjour à tous et bonjour Stanislas. Tout à l'heure, vous disiez que vous aviez eu la chance de trouver un éditeur pour publier vos bandes dessinées. Et je voulais savoir comment la rencontre s'était faite. Est-ce que c'est vous qui avez envoyé des planches de dessin au Tripod? Et si c'est le cas, pourquoi le Tripod? Merci. De rien. Et en fait, ma première BD s'appelait Chaos. J'avais sorti ça chez Super Loto Édition, un petit éditeur de l'Aveyron, je crois, ou du Lot. Et, et en fait, moi, j'ai été libraire. Enfin, j'ai été libraire. J'ai fait un apprentissage en librairie à Nantes. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans et demi à peu près, quoi. Chez Coiffard. Et du coup, bah, via ce travail, j'ai pris connaissance de plein d'éditeurs. Donc, du coup, avec ce carnet d'adresses, une fois que j'ai commencé à dessiner en me disant je veux être publié maintenant, en fait, j'ai envoyé mes BD une fois finis par la poste. J'ai envoyé des photocopies par la poste à plein d'éditeurs. Et donc, pour KO, donc Super Loto m'avait dit bah, moi, nous, on la prend. Tous les autres avaient refusé, mais eux, ils voulaient la prendre. Et donc, pour la deuxième, là, je sentais que j'avais quelque chose dans la main de plus conséquent. Et du coup, de toute façon, on s'était déjà, avec l'éditeur, il n'y avait pas de problème, quoi. Il comprenait très bien. Donc, j'avais dit, bah, je vais lancer maintenant, je vais essayer d'aller vers des plus gros, quoi. Et du coup, en contactant, avec toujours des réponses négatives, j'ai fini en fait à la fin par avoir des réponses positives, mais qui finalement, l'éditeur ne me parlait pas du tout, enfin un peu. Et du coup, j'ai relancé le Tripod qui, eux, m'avaient toujours pas répondu. Et quand je leur ai dit ça, ils m'ont dit direct, bah nous, on la prend en fait. Si tu as le choix entre des éditeurs, tu fais ce que tu veux, mais nous, en tout cas, ça nous intéresse, quoi. Et moi, le Tripod, moi, je connaissais surtout pour leur roman. Ouais, bien sûr. Et c'est vraiment par hasard, en allant acheter un livre sur leur site, que j'ai vu qu'ils avaient fait aussi un peu des romans graphiques. Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et moi, c'est un éditeur que vraiment, en littérature, même l'objet livre, ils sont vraiment super, quoi. Et donc, j'étais très content d'être chez eux. Et d'autant plus que, comme je vous disais, moi, je suis plus littérature, finalement, on va dire. Et du coup, cet éditeur me parle complètement, quoi. Parce qu'ils ont une approche d'éditeur littéraire. Et moi, ça me parle vraiment. Je suis très content d'être chez eux. Donc, ça s'est passé comme ça, la rencontre. Et on en est bien ravis que ce soit chez le Tripod. Voilà, soyons clairs. Ouais. Sandra?
Oui, bonjour Stanislas. Question très courte. Vous évoquiez tout à l'heure vos influences en littérature. Vous avez évoqué les Rougon-Macquart. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ces influences littéraires? Il y en a plein, il y en a plein, plein, plein. Des auteurs aussi. Dans le côté, plus par rapport à mon travail, qui, même si on a l'impression que c'est très riche, plein de détails, machin, moi j'ai toujours dans l'idée ce côté simple et basique, en fait, même dans ma pratique. Et ça, je l'ai vraiment pris avec des auteurs comme McCarthy, par exemple. Ou vraiment, moi, toute cette génération, ou des mecs comme Selby, ou qui vont en fait en peu de mots vous décrire quelque chose d'énorme. McCarthy, c'est vraiment l'exemple type, quoi. C'est le gars, il va vous faire une phrase, et en fait, cette phrase paraît tellement très simple, mais rien qu'en la lisant, vous avez tout de suite l'image de ce qu'il vous décrit, quoi. Et donc ça va être mes influences, ouais, ça va être des auteurs comme ça va être du Fante, John Fante, on est plein. Dans les Sud-Américains, moi, c'est Marquez, Vargas Llosa, Mutis, Alvaro Mutis. Ça, c'est un de mes auteurs vraiment qui m'ont beaucoup marqué. Et aussi dans cette idée de création d'un personnage. Mutis, je ne sais pas si vous connaissez tous, mais il a créé un espèce de personnage qui fait beaucoup penser à Corto Maltese. Un espèce de. Il est dans le surréalisme magique aussi, un peu comme Marquez, justement. Et donc, c'est ce mélange de réalisme et puis de choses qui partent un peu surréalistes. Enfin, voilà, j'en ai plein des auteurs. Après, moi, je me suis vraiment arrêté aux années 50, 60. Et puis après, j'ai lu des livres quand j'étais en librairie, mais c'est vrai que moi, il y a tellement de choses en fait du 19e ou même du 20e qui sont. Moi, des mecs comme Walter Scott, des mecs comme Dumas, des mecs comme Hugo, enfin, tous les gros classiques. C'est ça mes références. Stéphanie? Oui, alors est-ce que vous diriez que votre livre, ça appartient, s'il faut le mettre dans un, s'il faut le classer, parce que ce n'est pas non plus une obligation, mais est-ce que vous êtes d'accord avec l'appellation d'Heroic Fantasy? Et si c'est le cas, ou alors quelque chose, voilà, enfin, peut-être une autre étiquette, je ne sais pas. Et pourquoi avoir choisi justement ce genre-là? Est-ce que c'est parce que ça vous permet de prendre un peu les codes du conte, de faire quelque chose d'intemporel et qui nous permet en fait de mettre ça à n'importe quelle époque en quelque sorte? Est-ce que c'est une dimension universelle que vous allez chercher? Alors, dimension universelle, non, pas forcément, mais en fait, c'est que la fantasy, c'est quelque chose que j'ai un peu lu enfant. Moi, c'est surtout un Tolkien, en fait. Quand j'ai eu 10 ans, j'ai commencé à lire Tolkien et ça m'a marqué vraiment à une époque. À part ça, j'en ai jamais trop lu. Mais c'est vrai que tout ce qui est univers fantastique, les monstres, les dragons, moi, c'est un truc qui m'a toujours. Je sais pas, c'est toujours mes petits rêves d'enfant, quoi. Et ça m'a toujours. Ça me fait marrer, en fait, de dessiner ça. La fantasy, ouais, l'heroic fantasy ou la fantasy, ça permet de. Enfin, moi, en tout cas, ça me permet de m'éclater avec mon crayon, quoi. Je ferais je sais pas moi, de la nouvelle vague en BD, on se ferait chier avec mon dessin, quoi. Moi, mon dessin, vu qu'il n'y a pas de texte en plus, il faut qu'il puisse vraiment s'exprimer à fond, quoi. Et l'heroic fantasy, pour ça marche bien. Est-ce qu'il y a des inspirations, entre guillemets, de George Martin ou pas du tout? Non, pas du Rien, tout. hein, j'ai pas l'impression non plus. Non, pareil, l'éditeur avait voulu parler un peu de Game of Thrones, mais Game of Thrones, moi, c'est un truc. J'ai jamais trop regardé de séries comme ça. Et Game of Thrones, j'ai maté les 2 premières saisons quand elles étaient sorties. Et j'ai arrêté parce que ça me saoulait complètement. On est deux. Et donc, du coup, George Martin, c'est bien ça, hein, ouais, c'est Trône de Fer, machin. Non, ça, j'ai jamais lu. Et je pense pas que je les lirai parce que ça me parle pas plus que ça. Parce qu'il y a une sorte de trône, entre guillemets, qu'on convoite dans les 2 albums. Donc, on aurait pu faire le parallèle, mais excepté ça, c'est vrai que j'ai pas trouvé non plus une sorte de référence. Non, moi, les séries, j'en ai pas beaucoup regardé.
j'aime pas les formats très très longs comme ça qui me… Non. Tout à l'heure, vous disiez que vous étiez autodidacte. C'est assez fou de l'imaginer parce que la finesse quand même est assez forte. Comment devient-on autodidacte et en faisant des choses aussi incroyables? Est-ce que vous avez suivi une formation ou comment vous avez réussi à faire ça tout simplement? C'est assez Bah, surprenant. en fait, non, j'ai jamais suivi de formation. Après, j'ai toujours dessiné. Moi, c'est pareil, dans les dessins qu'on fait quand on est enfant. Enfin, moi, en tout cas, les dessins que je faisais quand j'étais enfant, c'était vraiment des dessins où je blindais mes feuilles de détails, de petits trucs qui se passent à droite. Enfin, je pense un peu comme beaucoup de dessins d'enfants. Mais, Pas les miens. mais du coup, c'est un peu ça aussi que j'ai toujours un peu gardé. Et puis, en fait, j'ai fait des voyages un peu pendant plusieurs années. Et du coup, c'est dans un voyage où je me suis mis tout d'un coup à revenir à des tout petits bonhommes. Et j'avais fait un premier dessin voilà, il y a longtemps de cette façon de faire. Enfin, ouais, voilà, vraiment avec ce. Mais je ne travaillais pas encore avec des rotrings, donc c'était vraiment très, très laid. Et du coup, après, un ami m'a dit, ah, mais vas-y, essaye, tu vas voir, je pense que ça va bien te plaire. Et effectivement, je me suis mis avec ces crayons. Et moi, c'est pour ce trait très, très fin. C'est comme. Enfin, voilà, ouais, j'aime bien ce côté très, très fin et très précis du crayon. Et justement, par rapport au personnage, ce choix de Cyclope avec un seul œil, donc pour quasiment tous les personnages, c'est votre marque de fabrique, hein, clairement, mais pourquoi justement Ouais. ce dessin-là, Bah, ce personnage-là? là-dessus, franchement, j'ai rien inventé. Je le faisais et je me disais, tiens, ça me fait penser aux Simpsons, qui avaient leur gros œil globuleux. Après, j'ai vu un autre truc, les mignons, les petits mignons là, dans des Ouais, c'est films vrai. Ouais, d'animation. Hein. Donc, je me suis dit, bon, en fait, c'est déjà fait, mais c'est pas grave, je vais quand même le continuer, vu que je trouve ça, enfin, du coup, ça marque bien, quoi, visuellement, l'œil unique. Puis là, en plus, avec Longue Vie, bah, il y avait tout ce. Enfin, ça faisait des petits rappels un peu avec ce cercle noir, avec cette vision de l'arbre qui grandit. Enfin, voilà, je me suis dit, tiens, c'est marrant. Alors, on J'aime n'a pas bien. parlé de la scène de début, d'entrée de Longue Vie, mais elle est quand même poignante. Elle fait rentrer directement dans l'album. Si vous voulez peut-être la raconter, est-ce que ça fait écho à quelque chose en vous? Pourquoi avoir décidé de rentrer directement dans le sujet de manière aussi forte? Bah, alors, Longueville, la première page, si je me souviens bien, c'est une montagne, c'est des montagnes. Et la Oui, planche voilà, mais d'après, on rentre dans le village. Ouais. Enfin, dans c'est ça. ouais. Et Bah, je parlais de la scène, évidemment, du bûcher, hein. ah, les scènes du bûcher. Ah oui, d'accord. Ouais, Bah, qui les sont scènes du dans les bûcher, 10 premières pages. Oui, oui, oui. Bah là, c'est les petites références à Star Wars. C'est ouais, le personnage là qui perd sa famille. Bon, c'était pour lancer un peu le, le, le drame. C'est très stéréotypé, mais j'aime bien les clichés comme ça. Je trouve ça marrant. Enfin, je trouve ça marrant. Je trouve que ça a de la force en fait. Ah ouais, vous le racontez de manière assez nonchalante, mais c'est extrêmement puissant. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais les 10 premières pages, enfin, je défie quiconque de passer, de s'arrêter à la page 9, par exemple. C'est impossible. Ouais, ouais. C'est le véritable page turner, mais visuel et sans mots. Donc ça, c'est quand même extrêmement fort. Donc en effet, c'était un choix Star Wars. Ouais, OK. ouais, ouais, à fond. Et Stéphanie, pardon, à toi. Oui, alors en fait, chacune des pages, c'est une planche, enfin en pleine page. Ça pourrait presque faire un tableau unique, en fait, si on les isole chacune, elle raconte quelque chose. Alors ça aussi, c'est un choix assez singulier parce que en BD, on est quand même habitué à avoir des vignettes. Et donc là, vous avez un peu déconstruit aussi enfin, la structure générale des planches de bande dessinée. Et donc, est-ce que c'est pour avoir justement la place de mettre tous vos petits détails dans plein de coins et faire une succession de tableaux qui constituent une fresque à la fin? Ou bien est-ce que, enfin, je sais pas, enfin, pourquoi vous avez fait ce choix-là? En tout cas, c'est très Dans réussi. dans le tome 2, c'est différent, par contre. Ouais. Et ben en fait, ma première BD KO, je sais pas si certains l'ont eu dans les mains. C'était vraiment, Non. ça n'a pas été tiré à beaucoup. Hein. Mais je l'avais pensé comme un Leporello, justement.
J'étais parti aussi sur le même principe de grande case. En fait, c'est des A5. Hein. Les planches de longue vie, Chaos, c'était pareil, c'était des A5. Où du coup, le premier, ouais, c'était ça. Moi, je l'avais pensé comme un Leporello. Donc, mais suite à ça, voilà, ça coûtait cher, machin, donc on ne l'a pas fait. Ouais. Mais voilà, ce genre de planche, ouais, c'est encore dans l'idée un peu du Leporello. Ouais. Et du coup, après, j'ai eu des réponses d'éditeurs qui me disaient ouais, c'est bien, mais ce côté grande planche, ça ne marchera jamais. Donc, je me suis tourné vers les cases. Et en plus, avec du texte. Donc, la catastrophe, j'ai fait ça pendant un hiver et en fait, ça ne marchait pas du tout. Et je me suis dit non, mais reviens à cette grande case-là, donc plus en mode illustration, mais du coup, avec quand même un léger fil narratif, on va dire. Et voilà, j'ai bien aimé. Et là, le Fils du Roi, comme tu disais, et ce que je suis en train de faire maintenant, c'est pareil. J'ai commencé à faire des vignettes, comme vous dites, ou des cases. Là. Et du coup, ça me permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail, en fait. De pouvoir zoomer sur des choses précises et puis même de développer un peu la psychologie des personnages ou jouer sur les différents rapports, ouais, même la puissance d'une image que je remets en grande planche et puis alors que les autres, je les ai fait en plus petit. Enfin, ouais, il y a une alternance entre les deux dans le deuxième. Ouais. Et ça permet de faire quelque chose de plus dense, quoi, je trouve. Céline ? Bonjour. J'ai pas encore la chance d'avoir lu vos BD, mais je pense qu'elles vont être mises sur ma liste au Père Noël, puisque c'est le thème qui commence à nous occuper. J'ai aperçu, grâce au lien que nous a transféré Béatrice, votre première BD également. Donc, vous n'utilisez pas de mots, mais vous n'utilisez pas non plus de couleurs. Est-ce que vous n'avez jamais travaillé la couleur? Est-ce que ça vous intéresse? Enfin, est-ce que voilà, ça ne rend pas ce que vous avez dans la tête, etc. Enfin, si c'est un choix. C'est un choix. C'est après, moi, je maîtrise pas trop la couleur, même si ça fait partie des projets que j'ai des idées ouais, de couleurs. Si, j'aime beaucoup la couleur aussi, mais c'est vrai que le noir et blanc, j'aime bien. Ça permet vraiment des alternances comme ça assez fortes. Quoi. Visuellement, ça marque, je trouve que ça marque. Là, par exemple, Frank Miller avec Sin City, lui, au niveau noir et blanc, ça, je trouve ça juste. Moi, ça fait partie de mes auteurs de référence. Quoi. Ces grands aplats noirs. Enfin, voilà. Avec le noir, on peut faire plein de choses. Mais la couleur, je trouve ça très bien. Et puis, un jour, je pense que je ferai quelque chose en couleur. Un jour. Stéphanie ? Oui, je me suis demandé s'il n'y avait pas des éléments cachés dans vos planches, parce qu'il y a tellement de petits détails. On est à l'affût, on cherche tous les indices qui nous permettent de comprendre l'intrigue. Et on voit par exemple deux yeux dans un buisson voilà, qui guettent quelque chose. Alors voilà, on cherche vraiment tous les petits détails. Et je suis sûre qu'il y a des choses qu'on ne voit pas tout de suite. Et je me suis demandé si vous n'aviez pas justement caché plein de choses encore. Peut-être que seuls certains initiés peuvent comprendre, ou bien, je ne sais pas. Enfin, voilà. Je suis sûre qu'il y en a, en fait. Un peu comme les bâtisseurs des cathédrales qui faisaient sur les pierres des petits dessins. Je pense qu'il y en a, mais est-ce que vous en avez mis vraiment? En gros, où est Charlie? Ouais, voilà, mais j'aime bien l'idée des cathédrales. Je trouve ça, c'est une très belle image. Et en plus, il y a ce côté d'artisanat et dans les constructeurs de cathédrales, c'est ça que j'aime bien. C'est que les gars qui faisaient les petits détails sur les murs, c'était souvent c'était l'artisan du coin. Quoi. C'était pas du tout l'artiste de la cour qui venait poser son graffiti, c'était souvent le gars du peuple qui posait un truc pornographique ou même. Ouais. Donc, ouais, il y a pas mal de petits détails qui sont soit des trucs personnels, on va dire, où il n'y a que moi qui les vois, ou bien même mes proches. Ça, c'est, ouais. Et puis après, il y a M le Maudit qui se balade dans Longue Vie, et personne ne l'a encore trouvé. Donc, vous pouvez chercher M le Maudit. M le Maudit, très bien. C'est noté, c'est noté. Ça nous donnera l'occasion de le relire. C'est très bien. Il est dur, hein, personne ne l'a trouvé. Ok. Martine? Oui, tout à l'heure, on a évoqué les Rougon-Macquart. Vous nous avez dit que vos BD allaient former une saga.
Est-ce que vous savez déjà aujourd'hui combien de volumes vous composez votre saga, ou est-ce que vous laissez le choix au fil du temps? Ouais, non, vraiment, je ne sais pas en fait. Je sais pas. J'aime bien cette idée de génération. Après, je ne sais pas jusqu'où je pourrais la pousser. Là, pour l'instant, je suis bien dans cet univers-là, avec ces personnages-là et justement avec cette histoire de famille. Donc, la suite là, que je suis en train de faire, j'ai envie ouais, de pousser peut-être encore sur la prochaine génération ou un retour sur l'ancienne génération aussi, je ne sais pas encore. Mais après, je ne ferai jamais ce qu'a fait Zola. Hein, c'est pas du tout, il a combien? 23 volumes, je crois. 23 ou 24. Il m'en manque, je suis en train de lire les 3 derniers. Mais, mais voilà, l'œuvre d'une vie, en tout cas, ça, j'aime bien cette idée. Enfin, bon, sur la fin, il avait commencé un peu à faire autre chose. Mais en tout cas, ça lui a pris quand même les 3 quarts de sa vie, en fait, je crois. C'est Rougon-Macquart. Et ça, j'aime bien cette idée ouais, d'œuvre d'une vie. Je trouve ça très fort. Voilà. Très bien, très bien. Et vous, Léa m'a parlé du 3e tome, justement. Alors, au départ, on voulait vous voir dessiner, mais je pense que c'est très difficile à faire matériellement, clairement. Mais est-ce que vous avez une petite planche à nous partager par rapport au tome 3? Eh bien, ouais, je peux vous montrer. Donc, on reste évidemment sur le muet et noir et blanc. Ouais. Ça, je l'espère. Ouais, c'est le même principe que le Fils du Roi. Et du coup, j'ai commencé là, il y a une dizaine de. Non, j'ai fait une dizaine de planches. J'ai commencé depuis que je suis rentré de ma saison d'alpage en montagne. Je peux vous montrer quoi? Et on a oublié de préciser que vous faites tout à la main, chaque planche Ouais. à la main tout seul. Donc voilà, c'est véritablement un vrai travail artisanal total. Ah oui, contrairement à beaucoup d'autres dessinateurs, bien sûr. Oui, je travaille pas du tout sur. Enfin, par exemple, même les planches noires, je les peins en noir, quoi. Enfin, tout est. J'ai besoin d'avoir le. En fait, mon tas de planches, dans ma tête, c'est le livre qui va sortir, quoi. Je retouche rien et je fais même les planches noires, je les peins, quoi. Incroyable. Je fais rien sur ordinateur. Voilà, par exemple. Ça, c'est pour ceux qui auraient déjà lu Longue Vie et Le Fils du Roi. Alors attendez, je mets en grand écran. Ouais, je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Si on voit la femme, celle qui était enceinte, pardon. Voilà. Ouais, hop, j'ai rien dit. Bon, on retrouve ces personnages. Et puis là, derrière, là, du coup, j'essaye un peu d'autres trucs. Et là, c'est celle que je suis en train de faire. C'est une planche aussi, mais du coup, je fais plus de cases pour certaines planches, quoi. Et donc là, c'est une espèce de vision encore. Incroyable. Ouais, là, je m'embête bien, mais ça me fait Oui, plaisir. sur celle-là. Alors justement, Ouais, par rapport à ça, merci Stanislas, par rapport à ça, le temps de travail doit être, j'imagine, conséquent. Combien ouais. de temps passez-vous sur une seule planche? Alors évidemment, il doit y avoir des différences entre les grands formats et les petites cases, bien sûr, mais j'imagine que ça prend énormément de temps. Ouais. Ouais, voilà, c'est compliqué, quoi. Il y a des planches, celle qui est derrière vous, là, par exemple, ça me prend un peu de temps, mais il y a quand même vachement de noir, donc ça va plus vite. De toute façon, en gros, le Fils du Roi, je l'ai fait sur 9 mois. Je l'ai fait sur 9 mois, ça fait 120 pages à peu près. Donc, ouais. Mais oui, je passe beaucoup de temps. Ouais. L'hiver, je fais que ça. Je n'ai pas d'autres activités à côté. Ouais. Je travaille, je peux faire des journées de 9h, 18h avec 1h30 de pause le midi. Puis après, des fois, des fois, je bosse que 4-5 heures. Enfin, voilà, mais je bosse tous les jours. Là par exemple, avant, j'étais en train de bosser. Ouais. Puis je vais rebosser quand j'aurai fini, je crois. Okay. Donc, oui, ça prend du temps. Ouais. Ça se voit et c'est très beau dans tous les cas. Sandra?
Je n'étais pas prête, je croyais que c'était Béa. Oui, Stanislas, par rapport à l'histoire elle-même et à vos personnages, je me posais la question en lien avec Zola et les Rougon-Macquart, toujours, qui travaillaient énormément hein, sur le terrain et sur ces personnages et sur l'histoire de ces familles et de ces, voilà, de ces milieux sociaux. Est-ce que vos BD, elles nécessitent des recherches particulières, une étude particulière, ou tout émane de votre imagination uniquement? Non, non, ouais, tout émane de mon imagination, on va dire quoi. Après, ouais. Après, il y a aussi une partie, bah voilà, il y a là dans Longue Vie, dans Le Fils du Roi un petit peu, dans le prochain, il y aura un petit peu aussi ça. Moi, j'ai un rapport avec les vaches. Avec Et les par animaux, même en mon général, travail, il y a énormément d'animaux. moi, je suis pas très. Ouais, 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 il y a énormément d'animaux. Mais c'est vrai que j'aime bien, moi, faire mes petites références à mes vaches, en fait, que j'ai. Dans Longue Vie, voilà, il est sur les alpages avec ses vaches. Ça, je voulais vraiment cette petite référence. Dans Le Fils du Roi, il y a ces espèces d'énormes vaches qui sont toujours avec le personnage féminin là, autour de sa cabane. Ça, c'est pareil. Enfin, donc, c'est la seule part un peu de vrai, entre guillemets, que je mets un peu dans le. Mais voilà, non, non, il n'y a vraiment pas de. Je fais des recherches dans ma tête. Après, je prends pas mal de notes en fait l'été pendant que je travaille, ou du coup, je dessine plus du tout. Et du coup, c'est des notes où je réalise en fait que je marque souvent les références que j'ai. En fait, j'écris quelque chose et je vais mettre confère tel film, confère tel livre, confère telle actualité, pas trop, mais ouais, voilà, il y a un peu ce travail de recherche en amont, mais qui est pas très très poussé, non. Non, 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 non. Bah, vu que je suis dans du fantastique, en plus, je peux vraiment me laisser aller sur tout. J'ai l'impression que tout est facile, mais en réalité, je pense Ah, que c'est impressionnant, hein. Pour vous, ça a l'air d'une telle facilité et en plus sans avoir fait de formation. Et pour nous, c'est d'un détail, mais assez incroyable. Je vous avais créé un monstre, sincèrement. Je trouve que véritablement, c'est une œuvre qui débute, mais de manière assez forte. Et j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte en réalité de ce que vous avez créé au niveau émotion, au niveau visuel. Bon, tant mieux, hein, on préfère ça ouais, que ouais, quelqu'un qui pense être le plus grand dessinateur du monde, non, non. mais en tout cas, voilà, bravo. Je le redis encore une fois. Béa, Oui, merci Anthony. Bonjour Stanislas. Bon, moi, je n'ai pas encore lu la BD, mais je suis absolument convaincue, donc ça ne saurait tarder quand ma librairie va rouvrir. Ouais. Euh, Moi, j'ai une question par rapport au travail avec l'éditeur, votre relation avec votre éditeur, parce que du coup, on sait maintenant, après plusieurs rencontres live comme ça, on a appris un petit peu comment ça se déroule. Et sur un roman classique, on voit bien le travail qui peut être mené, mais quel rapport vous avez, quel travail vous faites, ou quel travail l'éditeur pardon, peut faire, puisque enfin, ça me paraît délicat de vous dire non. Ce dessin, refaites-le. Mm. Ou, enfin, et puis là, en plus, d'autant plus qu'il n'y a pas de texte, donc il ne peut même pas vous dire d'enlever du texte ou de reformuler une phrase. Ou... Ouais. comment le travail se fait avec votre éditeur? Bah, comme je vous ai dit, pour Longue Vie, je l'ai envoyé j'avais la première planche, j'avais la dernière planche, j'ai tout envoyé. Il m'a dit, je la prends comme ça. Donc, du coup, moi, de toute façon, je ne me voyais pas retoucher à quoi que ce soit. Donc, après, évidemment, s'il m'avait dit, il y a une planche qui merde, il faudrait que tu la refasses, je l'aurais refait. Mais dans ma tête, je ne voyais pas pourquoi ça devait. Enfin, ça se tenait, mon truc. Dans ma tête, ça se tenait, quoi. Donc, dans ma tête, j'étais persuadé qu'il y en a un qui allait me dire, on la prend comme ça. Donc, il l'a pris comme ça. Et du coup, bah, pour la suite, en fait, c'est pareil, il l'a pris comme ça, quoi. Je l'ai fait de A à Z, je lui ai montré une fois que c'était tout fini, et il l'a pris tel quel. Et là, ce que je suis en train de faire, c'est la première fois où il me dit, tiens, envoie-moi tiens, les 3 premières planches, juste pour voir, quoi. Et du coup, je lui ai envoyé, mais c'est vrai que ça m'a fait bizarre parce que j'ai pas envie qu'ils me disent, ah, mais ça... Enfin, j'ai pas envie d'être parasité. Moi, j'aime bien, j'ai envie de rester là dans mon truc. Et puis quand ce sera fini, bah, si ça marche pas, ça marche pas. Mais en tout cas, donc voilà, donc avec Frédéric Martin ou avec toute son équipe, en fait, je les ai encore jamais rencontrés, vu qu'en plus il y a eu le confinement.
j'avais rencontré Frédéric vraiment au tout début, mais depuis, je ne suis jamais allé les voir. Donc, on n'échange que par mail et par téléphone. Et en même temps, bah là, ouais, il y a une espèce de… Enfin, je suis content quoi, que vraiment, Une confiance là, il me fait absolue. confiance. Ils me font confiance et puis moi, je leur fais grave confiance aussi. Donc, pour l'instant, ça roule tip-top. Mais c'est ça, c'est vraiment une question de confiance et c'est du coup très impressionnant et je suppose aussi pour vous extrêmement gratifiant d'avoir complètement le champ libre. Ouais. Enfin, c'est génial du coup de bosser Ah bah comme oui, c'est trop bien. Ouais, Bah, en fait, moi, je connais pas du tout le… Pour KO, ma première petite BD, c'était pareil. Il me l'avait… Moi, je voulais pas y retoucher, il me l'avait pris direct. Et donc, je sais pas en fait ce que ça veut dire. Et si… Enfin, ça doit être très compliqué pour un auteur d'avoir un éditeur qui est toujours derrière son dos à lui dire fais pas ci, fais pas ça, ou fais comme ci. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais en tout cas, c'est évident que quand on dessine ou quand on crée en général, moi j'ai besoin. Après, on verra, la vie est longue. Je ne sais pas comment je serai dans 10 ans, mais pour l'instant, j'ai besoin d'avoir cette liberté. Et vu que jusqu'à maintenant, ça a l'air de marcher à peu près, bah, du coup, forcément que ça me donne encore plus confiance dans cette. Enfin, j'ai encore plus envie de me lâcher dans mon dessin, quoi. Donc ça, c'est plutôt… du coup, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, je trouve. Le message est envoyé à tous les futurs éditeurs de Stanislas. On ne touche à rien. Ah non, moi, celui-ci, il me va bien. Si je peux rester au tripode, gardez-moi le tripode. On l'espère. On a oublié de dire d'ailleurs que le tome 1 Longue Vie était sorti en mai et le second est sorti cette semaine. Donc des dates plutôt rapprochées, ce qui est plutôt rare. En principe, on est sur un an, mais j'imagine que ça a été à cause du confinement. Je crois que le tome 1 était prévu avant, non? Il n'était pas prévu Ouais. en mars? En novembre, je crois. Non, c'était quand ouais, bah, Avec ce confinement, on perd les dates. C'est loin. Il était prévu ou en avril, le 15 avril, je crois. Ouais. Ouais. Ça a été décalé, Ça a été en mai. décalé après le confinement, du coup, je crois. En mai, ouais. Ok. Céline? Oui, j'avais encore une question par rapport à votre procédé créatif. Est-ce que vous avez l'histoire dans la tête et que vous faites les dessins qui illustrent cette histoire? Ou à l'inverse, est-ce que vous avez un dessin dans la tête et que vous cherchez à donc raconter une histoire avec toutes ces planches? Est-ce que vous les faites dans un ordre chronologique du coup? Ou est-ce que elles viennent comme elles viennent et puis vous en insérez d'autres? Voilà. Bah, Longue Vie, pour ça, c'était assez simple. Vu que c'était des grandes planches, en fait, j'avais fait une espèce de storyboard un peu juste au crayon, en fait, avec l'idée principale que je voulais développer dans chaque planche. Donc ça j'avais toute cette base-là avant de commencer, on va dire. Et le Fils du Roi, c'est plus… j'ai pris plus de notes, déjà, pour que mon histoire se tienne plus. Je divise toujours un peu en chapitres, en fait. C'est assez basique. Hein. Et du coup, j'ai toute ma trame. Et après, quand je dessine la planche, j'ai toujours cette idée principale que je veux développer dans la planche. Et après, je brode autour, quoi. Mais ça, du coup, il y a quand même pas mal de… Finalement, je réalisais qu'il y a pas mal aussi d'improvisation dans mon dessin. Enfin, j'ai l'idée de base avant de commencer ma planche. Mais une fois que je me mets dedans, en fait, je suis directement avec mon… Enfin, je suis au crayon à papier d'abord. Donc, je suis directement avec mon crayon à papier à dessiner grosso modo chaque case. Mais une fois que j'ai dessiné grosso modo, j'y vais directement avec les rotring et du coup, je brode, voilà, c'est à peu près l'idée, quoi. Stéphanie? Oui, alors en fait, il y a pas mal de détails, comme on a dit, et il y a une dimension très réaliste sur certaines planches, puisque vous êtes, par exemple, dans le dessin d'un château fort avec tous les détails qu'on peut trouver sur n'importe quel schéma enfin, avec plus de dimension artistique chez vous, bien sûr, mais dans tous les schémas voilà, de château fort. Donc, il y a énormément de détails, mais il y a aussi à la fin, notamment, j'ai trouvé une dimension beaucoup plus poétique et une dimension, on pourrait même dire, un peu cosmique. Voilà, donc il y a la lune aussi, bien sûr, mais pas seulement ça. À la fin, on a l'impression que c'est une sorte de… Enfin, c'est presque du domaine du rêve. Donc, justement, comment vous vous placez? Est-ce que vous aimez bien osciller un peu entre les deux, entre la dimension réaliste et la dimension plus onirique? Est-ce que vous avez une préférence pour l'un ou pour l'autre? Et est-ce que c'est pareil dans le tome 2 et dans ce que vous avez prévu de faire encore?
Alors, dans le tome 2, c'est plus basique. C'est plus petite aventure d'un petit bonhomme qui castagne, mais qui du coup va rencontrer des personnages et va aller dans des relations un peu plus. Où là, ça touche un peu plus à l'intellect, on va dire. Et après, ça me fait ce que vous dites là, ça me fait vraiment référence le surréalisme magique sud-américain, quoi. Ce mélange de réalisme et d'onérique, presque de spirituel par moment. Et ça, du coup, oui, j'aime bien un peu ce côté, le réel qui se floute un peu, quoi. Enfin, qui bouge, quoi. Enfin, je pense, en ce moment, par exemple, pour la prochaine, là, je pense beaucoup à Twin Peaks de David Lynch. Je ne sais pas si vous avez vu cette série, cette vieille série. Mais ça, c'est pareil, ça fait partie de mes références. Et d'une certaine manière, il y a tout ce travail de réel, de dimension parallèle. Enfin, je trouve que du coup, même, moi, je vois surtout le côté aussi graphique, quoi. Ça permet des choses assez cool, quoi. Moi, j'aime bien, Longue Vie dessiner cet arbre là qui pousse. C'est cette vision qu'il a. Enfin, je trouvais ça, je trouve que ça donne un peu de force au personnage. Et ouais. Par rapport aux couvertures des deux ouvrages, Stanislas, est-ce que c'est vous qui avez proposé quelque chose ou au contraire c'est plutôt le tripode qui a choisi parmi les planches qui lui semblaient les plus adaptées? Ouais, c'est le tripode qui a choisi. Bon, là-dessus, je leur faisais complètement confiance, quoi. Ils m'ont envoyé les maquettes, j'ai dit ouais, carrément, ça me parle. Et du coup, ça, c'est un choix de l'éditeur, ouais. La quatrième de couverture et puis la couverture à chaque fois. Mais ça me va bien. D'ailleurs, ouais, on aurait peut-être pu même les inverser. La couverture de Longue Vie aurait très bien pu se retrouver sur le Fils du Roi, par exemple. L'inverse, peut-être pas, bien sûr. Ouais. Mais l'inverse, non, mais la Longue Vie aurait pu se retrouver sur la deuxième également. Ouais, mais comment ça, vu que les personnages, on les reconnaît quand même? Oui, c'est vrai, mais sur l'imaginaire, en fait, la symbolique de ce trône, Ouais, c'est vrai qu'on reste quand même dans cette thématique-là, même sur ouais, le second. ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, si, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. Ça aurait pu. Mais Ça aurait le pu. choix est Ça aurait, particulièrement. même si le personnage du fils du roi, finalement, en fait, il en veut jamais de la couronne, quoi. C'est Il est sûr. parti, dès le début, de toute façon, il est parti, il a quitté son foyer familial dans Longue Vie, et du coup, il se retrouve c'est plus une aventure, quoi, un côté, une quête solitaire, et puis finalement, sur la fin, il fait un choix, quoi, mais ouais, mais ça, c'est vrai, effectivement, ça aurait pu aussi. Et par rapport à ce personnage, donc dans le tome 2, ce fils du roi, j'ai l'impression que là, les personnages sont encore plus travaillés que le tome 1, dans le Mhm. sens où ils ont davantage comment dire, de poids et de réflexion dans leur choix. On a l'impression que dans le premier tome, le roi est quand même beaucoup plus cartésien, on dira, avec des jeux de pouvoir, etc. Mais dans le tome 2, le fils prend une dimension un peu plus intellectuelle, un petit Oui. peu plus réfléchie. Est-ce que vous allez pousser vers ça sur les prochains tomes aussi? Oui, oui, c'était ça aussi l'idée de changer de format, de passer sur des petites cases. C'était pour pouvoir travailler un peu plus sur la personnalité des personnages, en fait, sur leur caractère, sur leur. Et donc, oui, moi, je compte bien pousser un peu plus. Et puis, il y a beaucoup de choses qui sont un peu par hasard, des fois, quand je dessine. Et du coup, il y a des thèmes là, du Fils du Roi que, du coup, dans ce que je suis en train de faire en ce moment, là, j'ai envie de pousser un peu plus ma réflexion là-dessus, quoi. Ce que j'ai trouvé très fort dans Longue Vie, dans les planches, c'est justement, en fait, la planche, on a l'impression qu'elle est certes en pleine page, mais c'est comme s'il y avait des lignes imaginaires en réalité, avec 4 ou 5 ou 6 même arrière-plans, que vous travaillez aussi, alors de manière un petit peu moins travaillée que le centre de la page, de la planche, mais on sent qu'il y a véritablement un univers qui nous permet d'aller chercher où on a envie en réalité. Et, on peut très bien faire une première lecture à vide, à blanc, et puis ensuite aller chercher les détails. Ça, c'est plutôt intéressant. Ça a été une volonté de découper, mais comment dire, de manière un petit peu plus fantomatique, on dirait, avec un filigrane. En fait, ça a été véritablement une volonté chez vous
découper, mais sans découper? Ouais, après, dans tous les cas, il y a la première lecture. Et après, tout ce qui va être détail, on peut aller les chercher, mais ça restera juste des petits détails visuels, quoi. Il n'y aura pas de. Non, c'est pas plus pensé que ça. Ça fait beaucoup partie de cette partie improvisation, en fait. En fait, pour Longue Vie, il y avait encore plus de. C'était encore plus facile, dans le sens où j'avais cette idée principale souvent au centre du dessin, ou voilà, que je voulais montrer. Et après, tout le reste, là, par contre, je pouvais vraiment m'amuser à juste réfléchir en termes graphiques, quoi. Il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément deux niveaux de lecture dans la BD, par exemple. D'accord. Ce qui est fou, c'est que j'avais l'impression pourtant avec tous ces détails, ça nous force à imaginer des choses qui ne sont peut-être pas dans l'œil du dessinateur, dans la vision du dessinateur, mais au contraire, ça nous pousse à aller un petit peu plus loin et de s'inventer peut-être des histoires. C'est très bien, ça. Mais voilà, mais en tout cas, j'ai l'impression d'être retombé en enfance et d'imaginer d'avoir un pouvoir créatif beaucoup plus développé après la lecture de l'album. Mais ça, c'est votre rôle, ça, c'est votre rôle de lecteur. Du coup, vous êtes tout à fait dans votre rôle. Tant mieux si ça vous parle. Et autre chose qui m'a marqué, c'est ce que j'ai trouvé un petit peu à la manière de Hergé, c'est que vous arrivez avec des dessins à créer un mouvement. Et ça, à mon sens, je le reproche énormément à beaucoup d'autres dessinateurs, c'est qu'on ne voit pas ce mouvement-là se créer. Au contraire, les dessins sont plutôt statiques et figés. Et les bulles permettent, le texte permet d'impliquer le mouvement. Sauf que vous, il n'y a pas de bulle. Donc, le mouvement, il est extrêmement bien fait et les cases se succèdent sans problème. On voit obligatoirement où va le personnage, ce qu'il fait, donc bravo, c'est impressionnant. Le mouvement, c'est quelque chose qui, dans vos influences graphiques, est-ce qu'il y a des maîtres en la matière chez vous? Non, mais vous parlez d'Hergé, c'est clair que la ligne claire d'Hergé, et ça, c'est des choses qui m'ont énormément marqué, puis que je redécouvre avec mon petit garçon. Ouais, et le mouvement, tant mieux si vous le voyez. C'est vrai que ça, moi, je vois toujours mon dessin, je le vois je le vois toujours animé, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, oui, vu que j'ai pas de texte, j'essaie aussi de compenser le manque de texte de compenser. Non, mais du coup, de plus jouer sur ça, sur la vivacité de l'image, quoi. Et comment, je pense beaucoup au storyboard aussi en cinéma, même si je connais pas trop, mais ouais, vraiment, mes images, moi, je les vois en mouvement tout le temps et ça donne de la vie, en fait, un peu à la lecture, quoi. Du coup. C'est ça, longue vie. Oui. Par rapport à ça, vous citiez le mot animé, justement. Est-ce qu'un projet peut voir le jour de manière visuelle, que ce soit sur un dessin animé, sur un film d'animation? Est-ce que c'est… Moi, je l'imaginais très bien, hein, clairement. Oui, moi aussi. Ce serait parfait, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous plairait ou au contraire, vous préférez rester uniquement sur les dessins? Non, ouais, carrément. Moi, le côté animation, je trouve ça. Oui, ça me parle beaucoup. Ouais. Après, moi, je connais pas du tout, je maîtrise pas du tout. Je sais pas du tout faire d'animation, mais en tout cas, oui, mon dessin. Si un jour quelqu'un me dit, je vais essayer de l'animer, oui, c'est des projets qui pourraient m'intéresser, ouais, carrément. Bon, très bien. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Et oui, on va faire la photo, bien sûr. Photo de groupe qu'on a l'habitude de faire, pardon. Donc, préparez-vous pour la photo. 3, 2, 1. Karine, on ne te voit plus. Ouais. Ok, super. Parfait. Alors, si personne n'a de questions, on va se quitter là. Merci Stanislas. Merci infiniment pour ce temps consacré. Et écoutez, je me ferai un plaisir de partager avec Perte et Fracas ces 2 albums qui sont merveilleux. Donc, merci. Merci à vous. Et de rien. Et juste un truc. Est-ce que je peux juste vous dire, c'est pour ceux que ça intéresse, je fais ma petite promo, mais c'est juste que j'ai mes dessins en fait sur le site de la galerie Huberti et Bren. Et du coup, vous verrez, j'ai des dessins, c'est des grands formats, des formats raisins par exemple. Donc voilà, graphiquement, si vous voulez aller voir d'autres choses que j'ai pu faire, vous pouvez aller sur le site de cette galerie. Et alors justement, je rebondis par rapport à ça. Est-ce que des affiches sont disponibles en vente?
Est-ce que c'est quelque chose, un merchandising qui va pouvoir qui va voir le jour ou pas du tout? On n'en a pas du tout parlé, mais c'est pareil, c'est des choses qui me. Ouais, moi, ça me parle. Bah, les grands formats que je faisais, c'était vraiment des. Je voyais ça comme des affiches aussi. Donc, oui, pour l'instant, il y a rien de. Je crois qu'il n'y a rien de prévu là-dessus. Parce qu'il y a quand même des planches qui peuvent être très Ouais. bien qui peuvent être très bien. Si une galerie d'art l'a fait, c'est que c'est pas pour rien. Donc, Ouais. en effet, ça m'étonne pas. Ok. Vous pouvez. Je sais pas si Béa, tu as mis le nom dans la. Le nom de la galerie, c'est comment? C'est Huberti et Bren. C'est des Ah, ça y Belges. est. C'est bon, on a le lien par Il y a des Béatrice. originaux dessus. Parfait. Super. Merci à vous tous et merci Stanislas, merci au Tripod et à Léa notamment qui a permis cette rencontre aussi. Merci à vous. Merci. Au revoir tout le monde et à bientôt pour le 3e tome, Stanislas, avec plaisir. Ça marche. Merci. Au Au revoir revoir, tout le merci. monde. À bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Bon week-end. Merci. Bon week-end.